La Guinée équatoriale est réputée pour être un pays de ressources pétrolières qui correspondait à 90-95% de ses revenus. Le président de la République, notre invité Obiangema Bazogo, a parlé d'une crise financière liée à cette ressource pétrolière dont les prix ont baissé. Babylas, est-ce qu'il y a des précisions à apporter sur ces aspects? Les précisions, c'est déjà, on sait que c'est 90% que représentent les revenus pétroliers par rapport au budget national. Et avec la crise économique, apparemment, 55% du budget national a été touché par cette crise-là. J'allais vous demander, lorsqu'on a établi un budget de fonctionnement de l'État et qu'on se retrouve confronté à cette crise-là, comment est-ce que vous faites? Le fonctionnement de l'État ne compte pas des difficultés financières. La difficulté financière est liée à le programme de développement. Parce que nous avons un système que chaque ministère doit apporter les recettes pour le fonctionnement de l'État. C'est la raison qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le problème de la crise financière. On finance tout, c'est-à-dire tous les fonctionnaires, tous leurs salaires normalement. C'est à cause de le système d'encasser les recettes à travers les différents ministères. On fait un montant selon l'activité économique des ministères pour attirer les recettes qui va à couvrir le budget de l'État. C'est ça, nous n'avons pas la crise de fonctionnement de l'administration. Mais au niveau, Monsieur le Président, des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui ont licencié des Équatoriens guinéens. Comment est-ce que vous avez réagi? Quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir réguler la situation? Je l'expliquais déjà, le système. Le système qu'on fait maintenant, on commence à saisir les entreprises qui ont beaucoup de manœuvres expatriées pour permettre d'accueillir les manœuvres nationaux. Ce qu'on fait maintenant. En même temps, le gouvernement organise le grémie des professionnels que le gouvernement va donner un financement pour créer leurs entreprises. Je pense que c'est bien que le même État commence à organiser les entreprises nationaux. Parce qu'avec les entreprises nationaux, il n'y a pas de problème de fuite de capitaux. Donc, si vous dites que vous allez réguler, organiser avec les entreprises nationales, qu'on va donner priorité aux nationaux, vous considérez que les nationaux aujourd'hui, la Guinée équatoriale dispose d'un personnel national qualifié, par exemple pour le secteur de l'industrie, pour le secteur du pétrole, etc. Est-ce que la Guinée équatoriale a ce personnel? Évidemment. Je peux vous parler à niveau de pétrole, à niveau de gaz. Aujourd'hui, nous avons des cadres qui maîtrisent les entreprises de pétrole, les entreprises de gaz, parce que c'est nous-mêmes qui administrons, nous faisons la gestion pétrolière de gaz pour nous-mêmes. C'est-à-dire nous avons des cadres qui travaillent en ce sens. Ce sont ces cadres qui ont été envoyés en formation à Houston, au Canada, etc. Aujourd'hui, ces cadres sont revenus et ils sont assez compétents selon vous? Oui. Par exemple, aujourd'hui, on a créé l'école professionnelle pour l'énergie, l'électricité, pour le pétrole, pour le gaz. C'est-à-dire, nous avons en ce moment en fonctionnement un centre de formation de cadres nationaux. On va voir dans ce reportage, avant que Babylas ne reprenne sur deux questions sur cette approche pétrolière, on va voir les attentes des Équato-Guinéens par rapport à la notion globale de l'emploi. On regarde tout de suite ce reportage de Leopoldo Policarpo, c'est Vox Pop et Serge Kofi. Pour réduire le taux de chômage, le gouvernement doit promouvoir l'agriculture et l'élevage.
la agricultura, fomentar también la ganadería. Estamos sufriendo crisis. L'industrialisation reste la solution. Los jóvenes sobre todo están perdiendo trabajos. El turismo bien organizado. Le tourisme organisé est une source importante pour l'économie dans la mesure où, à la différence du pétrole, elle est inépuisable. À cet effet, le gouvernement profite de l'occasion pour lancer une invitation à tous les Équato-Guinéens afin qu'ils s'impliquent dans le développement du tourisme interne et qu'ils apportent leur contribution pour permettre au gouvernement de bénéficier des investissements importants dans tous les aspects touristiques du pays. En todos los campos. Le pays connaît des difficultés financières. En conséquence, beaucoup ont perdu l'emploi. Cette petite crise qui nous a frappés, ça va passer. On aura encore le travail. Et le gouvernement aussi il est en train de travailler sur ça pour avoir le travail dans le pays. La causa de la inestabilidad productiva de alimentos que actualmente azota de manera severa a nuestro país. L'instabilité de la production agricole qui affecte notre pays ces dernières années est de la responsabilité de tous. Le ministère de l'Agriculture appuie des initiatives individuelles et collectives des citoyennes qui veulent produire des aliments dans le pays. De cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos que quiera producir. Monsieur le Président, je voudrais quand même relayer ce que disent certaines personnes qui estiment que la Guinée équatoriale est en décroissance par rapport à son exploitation en matière d'hydrocarbures. Et pourtant, en 2014, on dit avoir découvert un nouveau champ pétrolier. En 2015, on a découvert aussi un nouveau champ pétrolier. Quelle est la situation aujourd'hui du pays par rapport à ses potentialités en termes d'hydrocarbures? Évidemment, nous ne sommes pas courageux pour exploiter plus le pétrole, parce que nous pensons qu'avec le prix qui est très bas, on perd beaucoup. C'est la raison on a fait une reprogrammer surtout les investissements. C'est le secteur que nous subissons la crise. Je vous avais dit bientôt que nous n'avons pas la crise pour le fonctionnement de l'administration. On a reprogrammé le financement des projets de développement. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire des ajustements pour éviter le paralyse, que le développement ne paralyse pas pour continuer avec les programmes de développement. Vous avez mis en place un fonds de génération future avec tout l'argent que vous avez engagé avec le pétrole. Est-ce que vous allez toucher ce fonds-là pour pouvoir combler les déficits? Le fonds existe, mais je pense que la façon que certains organismes demandent de créer le fonds et le conserver nous ne donne pas l'avantage. Les futures générations ont besoin de la transformation des pays, la construction des routes, des logements sociaux, les écoles. Ça, pour moi, c'est le véritable fonds. Hein? C'est le véritable fonds pour les futures générations. Mettre d'argent dans une banque pour les futures générations n'a pas aucune explication, parce que je crois qu'on perd le temps avec ces revenus. Mais nous avons encore un fonds, mais je crois qu'on va utiliser rationnellement ce fonds pour la future génération. Vous avez aussi mis en place un fonds souverain? Oui, oui, oui. Avec Mme Mariola Bidon. Donc, comment il fonctionne ce fonds souverain? Je crois que le fonds est bloqué jusqu'à maintenant. Mais c'est un fonds dans la Banque nationale. C'est-à-dire que le gouvernement peut décider pour utiliser le fonds pour certains projets qui sont pour la jeunesse. Par exemple, la formation la construction des centres de formation. Nous pouvons utiliser ce fonds pour la jeunesse parce que je crois que va servir mieux que mettre d'argent dans la société bancaire. Monsieur le Président, pour terminer cette partie sur la gestion des ressources pétrolières, on a vu des scènes en 2014 et 2015 de situations de pénurie d'essence dans le pays.
Comment avez-vous pu expliquer cette situation et quels en sont les principaux facteurs? Répétez. On a vu des scènes de pénurie d'essence. Il y avait des longues files, des gens dans les stations Total, etc. On disait qu'il n'y avait pas de l'essence. Comment... Ah non, non, non. Je crois que vous savez que nous devons faire beaucoup d'attention avec notre partenaire, c'est-à-dire les sociétés françaises Total avait fait une montasse, il tentait de créer des problèmes de manque de carburant. C'est très grave ce que vous dites, Monsieur le Président. Non, 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 parce que nous avons notre société de distribution de carburant. Quand on a noté pendant une semaine qu'il y avait le problème de pénurie de la distribution des carburants, immédiatement notre société avait demandé urgemment tout le carburant. Mais aujourd'hui, nous travaillons avec notre société, la société Pétrole Service, qui garantit aujourd'hui la distribution des carburants. Nous allons regarder les infrastructures et grands travaux dans ce pays. On peut dire que vos 2 derniers mandats ont été marqués par l'essor de ces infrastructures. On va voir tout de suite le reportage sur les grandes infrastructures en Guinée équatoriale et on en parle juste après ce reportage. Grâce à la hausse du prix du baril du pétrole en 2009, Teodoro Obiangema Bazogo a pu mener à bien divers défis pour son pays. À travers le plan de développement Horizon 2020 qui vise l'émergence de la Guinée équatoriale à cette date, le développement des infrastructures a été un axe majeur de sa politique. La mise en place des infrastructures de base, routes, ponts, logements sociaux et infrastructures énergétiques figuraient en bonne place de ce plan prospectif. L'inauguration en 2012 de la centrale hydroélectrique de Djiboulo a permis de résoudre le problème énergétique en Guinée équatoriale. Le projet de la centrale électrique de Djiboulo que nous inaugurons aujourd'hui a un potentiel de 120 MW et 4 turbines de 30 MW chacune. Les travaux de construction ont été initiés en avril 2008 et se sont terminés en octobre 2011. 33 jeunes équato-guinéens ont été formés dans une école chinoise pour assurer l'entretien de cet ouvrage. 33 opéradores que actualmente practican la planta y además 22 técnicos medios. La mise en valeur des infrastructures portuaires a été l'un des chantiers aboutis du président Obiangema Bazogo au cours de ces dernières années. Les grandes villes, Malabo, Bata, Luba et Annobon ont bénéficié des ports en eau profonde. Les infrastructures aéroportières ont elles aussi été améliorées. L'accès au logement a connu un développement grâce à la construction de 6000 logements. Guinée équatoriale a acelerado el desarrollo de las infraestructuras. La Guinée équatoriale a accéléré le développement des infrastructures économiques et sociales. Nous pouvons notamment le voir avec les logements sociaux que nous avons aujourd'hui dans le pays, les routes et les ports, les aéroports et la formation des ressources humaines. Voilà le parcours que le pays a eu depuis 2007 à aujourd'hui. Son el recorrido que el país ha hecho desde el 2007 hasta la fecha. L'œuvre infrastructurelle la plus aboutie de ce septennat aura sans nul doute été la création de la ville de Djiboulo. Une ville située au centre de la Guinée équatoriale qui a été construite sur le modèle de Brasilia, la ville futuriste brésilienne fondée en 1960. Cette nouvelle capitale, située au cœur de la partie continentale du pays, a pour but, selon les autorités, de mieux répartir les richesses. De même qu'elle devrait procéder à la déconcentration de la population, largement concentrée sur la côte et l'île de Bioko. La ville futuriste de Djiboulo aura une triple vocation, universitaire, touristique et industrielle. La población se ha realizado en base a varias estimaciones que van desde unos iniciales de 65.000 habitants. L'étude de la taille de la population s'est basée sur différentes estimations qui vont de 65 000 habitants jusqu'à 360 000 habitants. Cet ambitieux projet constitue un vrai défi pour l'ingénierie civile moderne. Il prévoit l'exécution de 140 km de réseaux routiers, secondaires et tertiaires, 127 carrefours, 7 échangeurs, 108 ouvrages hydrauliques, 220 km de réseaux d'eau potable, 10 châteaux d'eau, une station d'eau potable avec une capacité de 3000 m3 par jour et 180 km de récollection d'eau. 220 km de redes de agua potable, 10 depósitos elevados, 10 depósitos enterados. Une réalisation qui s'est voulue exemplaire à tout point de vue et qui témoigne de l'engagement du président Teodoro Obiangema Bazogo d'arrimer son pays à la modernité.
Depuis 2002, Monsieur le Président, vous avez engagé une vaste politique de construction d'infrastructures sur l'ensemble du territoire qui manifestement fait l'unanimité, que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit de l'opposition. Même si sur ces aspects, l'opposition vous critique en disant que certaines infrastructures n'étaient pas prioritaires ou nécessaires. Quel est le bilan critique ou constructif que vous faites de toutes les étapes de construction et de mise en place de ce plan d'infrastructure? Je pense que l'opposition équatorienne est irréaliste, n'a pas de raison. C'est une opposition vraiment qui ne sont pas réelles. Parce qu'on a profité le moment que le prix des barils était haut pour changer le pays. Par exemple, nous avons aujourd'hui un barrage qui donne l'électricité dans toute la région continentale, qui n'avait pas l'électricité pour plusieurs villes. Aujourd'hui, il y a de l'électricité partout. On a construit ici à Malabo un centre turbogaz qui donne l'électricité à niveau de toute l'île. C'est-à-dire, on a supéré, on a surmonté les pénuries d'électricité. En même temps, on a construit des grands ponts. Le pont que des enclaves, certains endroits qui n'avaient pas l'accès avec des voitures, avec les transports. C'est-à-dire aujourd'hui, la circulation dans la Guinée équatoriale, c'est très facile en ce moment. Et nous avons des ports. Vous savez que nous avions un petit port ici avec la capacité de 2 bateaux. À Bata, je crois qu'il y avait 4 bateaux. Mais aujourd'hui, Bata a une capacité de plus de 10 bateaux. Ici, il y a la capacité de plus de 6 bateaux. C'est-à-dire, on a permis que le moyen de transport maritime peut fournir tous les marchandises qu'a besoin le pays. En même temps, on a construit des grandes routes, de autoroutes, qui facilitent le transport, qui en même temps qui donnent la garantie pour éviter beaucoup d'accidents. Aujourd'hui, nous savons, pour aller dans quelques coins, par exemple aux régions continentales, on ne peut pas durer 2 heures ou 3 heures. C'est-à-dire, le transport aujourd'hui, c'est très facile. C'est très facile. Nous avons adduction d'eau. La majorité des villes aujourd'hui, ils ont de l'eau potable. C'est-à-dire, on commence à travailler pour fournir aussi eau potable dans certains villages. C'est-à-dire, je crois que d'ici à un temps très court, on va remplir tous les besoins de notre peuple. Je crois qu'on a parlé sur la ville d'Djiblo. La ville d'Djiblo, c'est une ville administrative. Vous savez qu'on a subisé beaucoup de tentatives dans la mer. Ici, mon résident a subisé le tir d'une raquette depuis la mer pour détruire attaque maritime. Terroriste. À Bata aussi, on a subisé un assaut de 2 bancs. C'est-à-dire, je crois qu'il faut que l'administration reste dans un endroit, un coin assez sûr pour la vie de l'État. C'est la raison qu'on a construit aujourd'hui la ville administrative de Djiblo. Ça, peut-être on dit que c'est le dépense, peut-être mégalomane, mais je crois que le pays reste avec une infrastructure bien fiable qui donne la garantie, la sécurité de notre État.
Les Équato-Guinéens sont unanimes, effectivement, Monsieur le Président, en disant que, effectivement, vous avez doté le pays d'infrastructures prioritaires. Quand vous parlez des ponts, quand vous parlez des barrages hydroélectriques, c'est vrai, mais dans le même temps, ils se demandent, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Est-ce que vous ne dotez pas le pays d'infrastructures dont les populations n'en ont vraiment pas besoin? Et dans ce temps, qu'est-ce que vous faites de développement humain? Mais l'opposition doit citer quels sont les projets que... Les palais présidentiels, par exemple. Palais, vous savez que le palais présidentiel donne la dignité de l'État. Un palais, c'est l'endroit que le chef d'État, ce n'est pas pour moi. C'est pour la future gouvernement. Comment vous avez construit le palais à travers le pays? Combien de palais? Mais vous savez que nous avons un système. Quelquefois, le gouvernement, il fait les journées. Une journée ici, par exemple le Malabo. Nous avons besoin d'un palais ici, à Bata. Nous journons là-bas. Aujourd'hui, le troisième palais, c'est le palais de Djiblo, que le gouvernement va journer là-bas. Mais c'est-à-dire, quand le gouvernement se trouve dans les 3 villes, il peut recevoir toutes les délégations. C'est une dignité pour le gouvernement de l'État. Mais est-ce qu'il vous arrive d'évaluer quand même le coût de ces infrastructures? Combien ça coûte concrètement? On se pose des questions. Bon, je crois que le montant, je ne peux pas le dire parce qu'il faut demander à peut-être le département correspondant parce que je sais que le coût, c'est colossal. On a utilisé tout d'argent parce que je suis de la raison de l'État ne doit encasser tout d'argent pour attendre. C'est-à-dire, toutes les recettes, on l'utilise pour financer le programme de développement. Nous n'avons pas la dette aujourd'hui. La Guinée n'a pas la dette. Nous n'avons pas la dette. Mais on utilise toutes les recettes pour changer le pays. Parce que si on ne le fait pas en ce moment, peut-être on va rester en panne. Après, peut-être va être difficile de continuer avec le développement du pays. Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas un ratio négatif? Est-ce que vous ne devriez pas, par exemple, vous orienter plus vers l'éducation aussi, l'adduction d'eau? Vous avez réglé le problème d'électricité, adduction d'eau, éducation, parce que vos opposants disent, oui, il a beaucoup construit, c'est un bâtisseur, mais ces secteurs ont été négligés. Bon, je crois que l'investissement, on le fait dans tous les secteurs. Par exemple, la santé. Aujourd'hui, nous avons le meilleur hôpital qui peut comparer avec les hôpitaux d'Europe. Nous avons de grands hôpitaux. Nous avons le centre de santé partout. Nous avons le centre d'éducation. Par exemple, les 2 universités ont construit le campus pour les jeunes étudiants. C'est-à-dire, le pays va rester avec toute l'infrastructure pour l'éducation, pour la santé. Ça, c'est le meilleur service que le gouvernement doit financer. Monsieur le Président, puisque vous parlez de santé, on va voir tout de suite ce que vos compatriotes, vos concitoyens pensent de cet aspect de la santé par rapport aux infrastructures. Nous avons quelques hôpitaux de qualité comme La Paz, mais ils coûtent cher. Le gouvernement doit établir un système sanitaire moins cher. Le système sanitaire avance, mais il faut renforcer les ressources humaines et construire plus d'hôpitaux. Les hôpitaux, avant c'était un peu mal. Maintenant, le président il est esforcé, doit amener encore les bons docteurs, il doit former. Il parle de bons docteurs, il parle de centres de proximité. Et on va voir un dernier module tout de suite. Par rapport à cette notion de santé, on voit toujours qu'il y a un aspect qui revient, c'est l'emploi, la jeunesse, l'emploi, la jeunesse. On regarde tout de suite ce sujet sur les attentes de la jeunesse et de l'emploi par rapport à l'ensemble des infrastructures qui ont été mises en place dans votre pays. L'économie équato-guinéenne connaît une récession depuis 2015. La cause, la chute du prix du baril de pétrole qui fait perdre à ce pays d'Afrique centrale 58% de ses recettes pétrolières pour l'exercice 2015. Conséquence, des milliers de jeunes se retrouvent sans emploi à l'image de Gabriel Mba.
Logisticien dans une entreprise de construction, il a vu son pouvoir d'achat se réduire au fil du temps. La situation está generalizada, hubo una baja actividad. C'est une situation qui s'est généralisée. Il y a eu une période de basse activité dans notre entreprise et elle s'est vue obligée de réduire le personnel. J'ai été l'une des personnes affectées et aujourd'hui la plupart des sociétés de construction connaissent le même sort. Secteur construction fueron afectadas mayormente. En Guinée équatoriale, le chômage frise les 10% d'une population estimée à plus d'1 million d'habitants. Les entreprises ayant des contrats avec l'État équato-guinéen et grands pourvoyeurs d'emplois se ferment ou voient leurs activités se ralentir. Et pour pallier cette situation, le gouvernement mise sur la formation professionnelle pour lutter efficacement contre le chômage. La manière dont nous pouvons résoudre ce problème pour le moment est la réorientation professionnelle. Nous avons des dispositions légales qui nous permettent d'orienter les chômeurs, une sorte de recyclage. Par exemple, prendre un maçon qui était dans un projet de construction, le former afin qu'il ait une place dans les projets agricoles ou énergétiques qui sont des projets industriels stables. Aussi, le Code du travail équato-guinéen définit un quota d'employés locaux dans chaque entreprise opérant sur le sol équato-guinéen. Cette loi stipule notamment que les sociétés privées non pétrolières peuvent recruter jusqu'à 10% d'étrangers, tandis que les sociétés du secteur pétrolier bénéficient d'un quota allant jusqu'à 30%, en raison notamment de la rareté de la main-d'œuvre spécialisée dans ce secteur. Une initiative qui a permis d'octroyer 3000 emplois en 2015. Nous demandons aux sociétés de respecter le quota d'expatriés prévu par le Code du travail. Nous ne sommes pas xénophobes. Le Code du travail permet aux entreprises de recruter la main-d'œuvre étrangère en sollicitant l'autorisation, au cas où les compétences n'existent pas dans le pays. Una autorización de reclutamiento si la profesión no podemos localizarla en nuestra mano de obra nacional. Pour certains observateurs, exiger des entreprises locales le respect du quota d'expatriés ne fera que stabiliser la courbe du chômage. Pour eux, il faut une vraie industrialisation du pays et une formation professionnelle. Dans son programme de société, le président sortant Théodoro Obiang Nguema Bazogo, candidat à sa propre succession, a promis la construction urgente de centres de formation, le développement des secteurs comme la pêche mais aussi l'agriculture, pour, dit-il, la diversification de l'économie de ce pays d'Afrique centrale. Clairement, le défi, il est là. Les infrastructures sont manifestement au point pour vos compatriotes. Leur défi aujourd'hui, c'est leur bien-être. Comment vous résumez un peu ce regard qui est posé, qui correspond au projet que vous avez souhaité présenter? Je crois qu'on travaille pour le bien-être du peuple. Par exemple, à niveau de santé, on a réussi pour la formation des médecins. On a envoyé un groupe d'étudiants à Cuba, à peu près 100 ou 200 pour former là-bas. On a fini. Ils sont déjà au pays. On a construit la faculté de médecins que chaque année, il présente les étudiants qui finissent la médecine. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous n'avons pas le problème de personnel sanitaire. Mais il faut savoir qu'ils sont jeunes professionnels qui doivent continuer à former pour avoir plus d'expérience. C'est-à-dire, aujourd'hui, le gouvernement travaille en ce sens. Nous n'avons pas une situation de beaucoup de pénurie aujourd'hui. Il n'y a pas. Il y a tout. C'est-à-dire, nous sommes un pays en voie de développement, nous sommes assez faibles, nous devons encourager tous les étudiants, tous les professionnels pour arriver à une situation agréable. S'il y a un point sur lequel l'ensemble des Équato-Guinéens se retrouvent, que ce soit vous, majorité présidentielle ou opposition, c'est une manière nouvelle de défendre l'Afrique. Est-ce une particularité d'être un pays insulaire et continental? Est-ce la particularité d'être le seul pays africain parlant espagnol? Toujours est-il que cette fibre panafricaine est ancrée dans le regard que la Guinée équatoriale porte sur le monde. C'est ce que nous allons voir dans la troisième et dernière partie
de cette émission spéciale. Restez avec nous dans un instant, la partie Guinée équatoriale dans le monde et l'Afrique en particulier. Merci pour votre fidélité, à tout de suite.